Oui, bonjour. Alors, il y en a qui m'ont demandé de faire un top 100 plutôt qu'un top 10 des films qui n'existent pas et qui devraient exister. Alors, je vais le faire, mais bon, je vais les faire 5 par 5 plutôt que 10 par 10, comme ça fera durer le plaisir. Alors, en top 100, je mettrai un film qui s'appelle Stérilet 3208 à la conquête de l'utérus spatial. Et donc, en fait, c'est un film de science-fiction qui se passe, comme son nom l'indique, en 3208. Et l'humanité, à cette époque-là, a atteint un niveau technologique extrêmement élevé. Ils ont fait une espèce de sphère de Dyson autour de la Terre. Et en fait, avec les télescopes qu'ils ont en 3208, ils voient qu'en fait, le trou noir au centre de la galaxie, en fait, c'est une gigantesque chatte. Et en fait, ils pouvaient pas le voir avant. Donc maintenant, ils le voient. Et ils voient, en fait, au moment où ils regardent, ils voient qu'il y a des espèces de robots maléfiques qui sortent. Et ils se disent, mais en fait, le seul moyen de contrer ça, c'est qu'il va falloir qu'on fasse un gigantesque stérilet en forme de vaisseau spatial, enfin de vaisseau spatial en forme de stérilet, et qu'on aille le foutre dans l'utérus du centre de la galaxie. Et c'est ce qui se passe. Et voilà, donc c'est un espèce de truc space opéra, un peu à la Solaris, on va dire, un peu du Tarkovsky, quoi. C'est très, il y a plein de sous-textes, quoi. Ensuite, en 99, ce sera un film qui s'appelle It's not the man who takes the Ricard, it's the Ricard who takes the man. Et en fait, ce sera un biopic de Renault. Mais en fait, dans le rôle de Renault, ce sera Andy Serkis qui jouera Renault entièrement en motion capture. Et en fait, c'est parce que c'est pratique, parce que la motion capture, ça permet de faire de montrer plein de petites tics du visage que tu peux pas avoir avec des vrais acteurs. Et donc, bah, du coup, ce serait la vie de Renault, tu vois. Et à un moment, il rencontre Vincent Lindon. Et en fait, Vincent Lindon, lui, il est intégralement fait en image de synthèse parce que il y a trop de tics. Du coup, c'est beaucoup plus facile de les faire en image de synthèse. Voilà. Ensuite, en 98, ce sera un film qui s'appelle Le Film. Et en fait, ce sera juste un plan séquence d'une heure et demie avec tous les acteurs, et en fait, ils font tous ce pourquoi ils sont connus de faire dans les films. Donc, par exemple, ça commence, t'as Tom Cruise, il court super vite. Ensuite, Travelling, tu vois Leonardo DiCaprio qui rampe comme ça, et il a une copine de moins de 25 ans. Et après, juste après, t'as Morgan Freeman qui est en train de faire le narrateur. Juste après, t'as Samuel Lee Jackson qui fait motherfucker, motherfucker. Et genre vers les deux tiers du film, t'as Sean Bean qui meurt. Et bon, voilà, et ainsi de suite. Et donc, ce serait un film intense, quoi. Tu serres les fesses pendant tout le long du film. Voilà. Ensuite, en 97, un terroriste nommé Désir, ou alors un amour de terroriste. Et donc, ça se passerait le 11 septembre. Et en fait, l'idée, c'est que dans un des avions qui est détourné, t'as un mec qui enlève le mode avion, qui essaye d'appeler quelqu'un dans la tour, tu vois, dans une des tours pour dire ouais, va y avoir un accident ou quoi que ce soit. Et en fait, il a une meuf au bout du téléphone. Et là, il y a un terroriste qui voit le mec en train de téléphoner. Et donc, il prend le téléphone des mains et il fait allô, c'est qui? Et en fait, là, se noue une relation entre le terroriste et la personne qui est au bout du fil. Et ils se rendent compte qu'ils ont plein de points communs et que en fait, ils finissent par tomber amoureux. Et ça devient vraiment intense et même chaud au bout d'un moment, tu vois. Et en fait, finalement, l'explosion finale, ils finissent par se voir dans les yeux, l'un dans l'avion, l'un dans la tour, comme ça. Et l'explosion finale, c'est la métaphore du désir qu'ils avaient l'un pour l'autre. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 98, 97, je sais pas compter. 96, ce sera tout simplement... c'est dommage parce que, voilà, Robert Redford, il est mort. Moi, j'aurais voulu que ce soit Robert Redford dans le film. Mais du coup, ce serait un film qui s'appelle L'homme qui murmurait à l'oreille des Furies. Donc, ça aurait été Robert Redford qui va dans les conventions geeks et il va voir les Furies comme ça, il leur fait arrête d'être un Furies. Tu fous la honte à tout le monde. C'est horrible, c'est mieux de prendre l'héroïne plutôt. Ce sera mieux pour tout le monde, même pour toi. Et t'as les Furies qui font Uru, Uru. Et Robert Redford, il fait non, arrête, mec, arrête de faire ça. Et voilà, ce serait ça le film. Voilà, donc à plus tard pour les 5 prochains. Ok, donc je continue le top 100 des films qui n'existent pas et qui devraient exister. Donc là, c'est de 95 à 91. Donc en 95, ce sera un film qui s'appelle Le Bambin et le Colombin, qui raconte l'histoire d'un enfant qui vit dans une famille pauvre et il lit dans le journal que, genre à 500 kilomètres de chez lui, il y a un concours de la plus grosse merde. Et donc, genre 2 heures après, il va aux chiottes et il fait un énorme un énorme caca, tu vois. Il se dit, mais pourquoi j'irais pas au concours, en fait? Et donc là commence un périple à travers le pays, tu vois, où il lui arrive plein d'aventures et il rencontre plein de gens, des gens qui veulent l'aider, des gens qui lui veulent du mal, tu vois. Et finalement, à la fin,
il arrive au concours, mais en fait, le prix a déjà été attribué pour une énorme merde. Et en fait, il se rend compte que c'était pas important le prix. L'important, c'était les amis qui s'est fait le long du chemin. Et donc, on le voit à la fin, il jette sa boîte à caca par-dessus son épaule avec le caca qui va le dingue. Et voilà. Et il finit par être relativement heureux. Ensuite, en 94, un film qui s'appelle La victoire dans les nains, ce serait un film de sport. Qui raconterait l'histoire d'un mec qui veut gagner le Tour de France, un cycliste. Et en fait, il se dit, mais à la place de me doper, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire couper les jambes. Et en fait, à la place de mes jambes, je vais me faire greffer carrément des nains. Et du coup, comme ça, il aura la puissance d'une personne entière dans chaque jambe. Tu vois? Et donc, ça se voit pas trop parce qu'il met le short par-dessus. Et en fait, en plus, il a la présence d'esprit de se dire, bah, en fait, en plus d'être des nains, ce sera mes avocats. Donc, comme ça, quand les journalistes lui demandent, mais c'est un peu bizarre, comme vous allez vite en montagne. Et il fait, et après, il dit, ouais, j'en parlerai à mes avocats. Et il rentre chez lui, il parle à ses avocats, il fait, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Il fait, et les avocats, enfin, ces nains avocats, jambes, ils lui disent, mais non, parle pas aux journalistes, parle pas aux journalistes. Voilà. Et finalement, il finit par gagner le Tour de France, mais plus tard, ça commence à se savoir. Et tu vois, c'est un rise and fall un peu à la Scorsese, quoi, mais dans le sport. Voilà. Ensuite, en 93, un film qui s'appelle The Christmas Trail. En fait, ce serait le Père Noël qui attrape le sida de Noël, qui fait baisser son système immunitaire face aux guirlandes. Et en fait, il a attrapé le sida de Noël parce qu'en fait, il est rhénosexuel, il aime les rennes. Et en fait, les actionnaires du pôle Nord, ils apprennent ça, et donc ils décident de virer le Père Noël, et ça raconterait l'histoire du procès du Père Noël face aux actionnaires. Et les actionnaires, ils sont sérophobes et rhénophobes, tu vois. Et donc, finalement, bah, c'est très triste parce que forcément, ça se passe pas. Enfin, il finit par gagner le procès, le Père Noël, mais bah, il meurt à la fin. Et donc, voilà, dans son dernier souffle, il est avec un renne, son renne préféré à côté. Et voilà, et je vous dis pas la fin, vous verrez bien. Voilà, ça c'était le 93. Ensuite, 92, The Parmesan Armageddon. Et donc ça, c'est un film de catastrophe, je pense que ce sera pour Roland Emmerich, où en fait, la Terre est menacée par un gigantesque astéroïde de la taille du Colorado, mais qui est intégralement fait de parmesan. Donc en fait, ils réunissent tous les spécialistes des astéroïdes fromagers. Et donc là, il y a le professeur Tortellini qui dit, mais en fait, ce qu'il faut, c'est une gigantesque râpe à fromage par-dessus la Terre. Et donc, il l'installe et tout. Donc, il se croit en sécurité. Et en fait, plus il se rapproche, plus il se rend compte qu'en fait, que c'est pas que du parmesan, c'est aussi du pecorino. Donc, il faut adapter la taille des trous dans la râpe. Tu vois. Et donc, voilà. Et finalement, bah, en fait, ils arrivent à conclure, à résoudre le problème. Bon, en plus, vous verrez, il n'y a pas que du pecorino, il y a du gorgonzola, il y a de la mozza. Bon, c'est vraiment un astéroïde fromager comme on les aime. Ensuite, alors en 91, c'est un film en fait, c'est un film dont on s'en fout du titre et on s'en fout du scénario aussi. Le seul truc important pour le film là, c'est que en fait, ce soit un film avec Kurt Russell et que dans le film, Kurt Russell, il boive du Jack Daniels. Et il est un chien qui soit un Jack Russell. Et l'idée, c'est juste un film pour casser les couilles aux dyslexiques. Parce que comme ça, ils pourront pas le raconter. Enfin, ils auront du mal, tu vois. Ils font ah ouais, c'est Jack Russell qui boit du Jack Russell. Ah merde, je me suis trompé. Non. Et voilà. Et ça les fera chier, ces cons de dyslexiques de merde. Voilà, c'est tout. On en reste là pour l'instant. À plus tard pour d'autres films. Ok, donc on continue le top 100 des films qui n'existent pas et qui devraient exister. Donc là, ça va être de 90 à 86. Donc en 90, un film qui s'appelle tout simplement Termine-moi le cul, qui raconte l'histoire d'un chirurgien esthétique qui n'arrive pas à terminer le cul de ses clientes, parce qu'il a un syndrome de l'imposteur en fait. Donc en fait, au fur et à mesure de film, sa femme, elle va lui redonner confiance en lui. Et puis les clientes, elles disent, mais monsieur, il faut me terminer le cul là parce que ça urge. Lui il fait, putain, mais j'y arriverai jamais. Il y a tellement de bons chirurgiens esthétiques qui sont meilleurs que moi. Et en fait, il se rend pas compte qu'il a de l'or dans les mains. Et finalement, petit à petit, il réapprend à faire de très très beaux culs. Voilà. Et ça se termine plutôt bien pour lui. Donc voilà, Termine-moi le cul, numéro 90. Ensuite, 89, La légende de Francis Merde, qui est un film un peu à la Bagger Vance, où en fait un mec est un peu dépressif dans sa vie, tu vois, et d'un seul coup, sorti un peu de nulle part, tu vois, dans une ruelle, tu vois, t'as un mec qui s'appelle Francis Merde, il se présente, bonjour, je suis Francis Merde, et en fait il commence à lui dire, t'es qu'une merde, t'es qu'un fils de pute, tu vaux rien, t'es nul. Et en fait, le personnage principal, il fait putain, mais en fait, quand ce mec me dit que je suis qu'une merde, je me sens mieux, en fait. Je me sens de plus en plus mieux. Et donc, en fait, Francis Merde ne fait que suivre ce mec pendant tout le long de sa vie, tu vois. Et il fait que te dire fils de pute, espèce de merde, t'es qu'une merde et tout.
Et en fait, petit à petit, il reprend confiance en lui et goût à la vie. Et il devient entreprenant, tu vois. Il commence à avoir une famille, des enfants, un job qui lui plaît et tout. Et en fait, à la fin, une fois que le travail de Francis Merde est fait, et bah, Francis Merde, il disparaît un peu en fondu dans le brouillard. Et tu vois le regard reconnaissant du personnage principal et un peu satisfait et qui a une petite larme, tu vois. Voilà. C'était la légende de Francis Merde en 89. Ensuite, en 88, un film pour enfants qui s'appelle Émilien le reptilien. Alors ce sera un peu comme la patte patrouille si tu veux. Enfin c'est dans le même genre. Mais ça en fait c'est pour... en fait ce serait juste la journée de Émilien qui est reptilien. Et c'est une journée de reptilien. Donc en fait il se réveille le matin, il prend ses céréales, tu vois. Et après il va devant la glace et il enlève son visage d'humain. Et on voit que c'est un reptilien. Oh mais c'est Émilien le reptilien ou quoi? Et hop. Et après, il fait sa journée de reptilien, donc il va dans la Lune. Il absorbe les émotions positives des humains pour qu'il ne reste plus que des émotions négatives. Il dit bonjour à Dominique Strauss-Kahn et tout. Et à la fin, il a fait une belle journée de reptilien. Et c'est un peu déclinable. Après, c'est ça qui est bien, c'est pratique, parce que c'est déclinable. Tu peux faire Dimitri l'Illuminati ensuite, et après, tu peux faire Suzy la nazie, etc. Alors, en parlant de nazi, en 87, pour le film numéro 87, c'est un film qui s'appellera Le Classico de Bir Hakeim. Et en fait, c'est un film où, pendant un match OM-PSG, dans le même temps, mais dans les couloirs du temps, t'as les nazis qui font des expériences avec des machines à remonter le temps. Et en fait, le match OM-PSG se retrouve transféré sur le terrain de guerre de Bir Hakeim en Afrique du Nord contre le général Rommel. Et en fait, du coup, les joueurs du PSG et de l'OM vont devoir travailler ensemble pour survivre aux nazis. Et donc, voilà, donc à un moment, par exemple, tu vois Mason Greenwood qui fait un centre à Kvaratskhelia, qui est joué par François Civil. Et pam, grosse patate dans la tête d'un nazi, tu vois. Et par exemple, à un moment, tu vois, ils sont assiégés, tu vois, il n'y a plus d'espoir. Ils sont derrière les murs et tout. Et ils se disent putain on va y passer. Et en fait ils entendent et là il n'y a plus rien, c'est le silence, tu vois. Et ils se relèvent la tête. Et en fait là de la poussière ils voient sortir trois mecs, le cigare aux lèvres. Et c'est Fabrice Fiores, Tae Taiwo et Bernard Mendy, tu vois. Et ils font alors les jeunes, on a besoin de renfort, voilà. Et finalement après les gens ils sauraient pas que Bir Hakeim a été gagné par une collaboration entre l'OM et le PSG, voilà. Ensuite en 86 un film de série B d'horreur qui s'appellerait la Nuit des hémorroïdes suceurs de sang. Alors ce serait tout simplement un mec qui a une crise d'hémorroïdes et au même moment où il a sa crise, il y a une météorite radioactive qui tombe, donc il va la voir et en fait ça a une influence sur ces hémorroïdes qui deviennent vivants, tu vois, et il commence à absorber l'intégralité du sang de son hôte et en fait ils deviennent vraiment énormes jusqu'à devenir plus gros que le mec lui-même, tu vois. Et en fait, jusqu'à ce que le mec devienne comme un espèce de citron. Et quand il a bien absorbé tout le sang, il se détache et il va aller absorber le sang de tout le monde en fait. Donc il va à la fenêtre, tu vois, il tape à la fenêtre comme ça, il fait ah et les gens font ah, ils ont peur. Tu vois, c'est un genre de vampire hémorroïde. Tu vois, c'est un espèce et donc c'est un espèce de gros boudin rougeâtre qui bougerait et qui irait sucer le sang des gens quoi. Voilà. Donc ça c'était de 90 à 86. On se revoit plus tard pour d'autres films. Salut. Ok, on continue la suite du top 100 des films qui n'existent pas et qui devraient exister. Donc là, c'est de 85 à 81. Donc en 85, c'est un film qui s'appelle La camionnette magique, qui raconte l'histoire de deux copains qui se baladent dans le bois de Vincennes et ils trouvent une carte au trésor qui indique que à un certain endroit, mais ils ne savent pas exactement où parce que c'est mal indiqué, il y a une camionnette dans laquelle il y a une fée qui donne trois vœux, en fait, si tu fais ce qu'il faut. Et donc, en fait, du coup, ils font toutes les camionnettes à prostituées du bois de Vincennes, tu vois, et ils se rendent compte que la plupart des prostituées, en fait, c'est des êtres surnaturels, tu vois. Il y en a qui sont bienveillants, il y en a qui sont malveillants. Et ils finissent par trouver la fée en question. Donc, elle s'appelle Josiane, et on l'appelle la fée à 20 euros. Parce que tout le monde lui demande, mais Josiane, tu fais 20 euros la pipe? Elle fait, non, non, moi, je fais 20 euros tout. Et en fait, finalement, elle leur donne un vœu, et leur vœu, ils savent pas trop ce que c'est, ils cherchent et tout. Et pareil, ça c'est un truc il faut trouver à la fin ce qu'il faudra comme fin pour la camionnette magique. Voilà. Ensuite, en 84, ce sera un film qui s'appelle John Punk, justicier solitaire. Et ça raconterait l'histoire d'un mec qui s'appelle John Punk, qui vit entre Montluçon et Guéret. Et en fait, en 98, rien à voir avec la Coupe du Monde, mais en fait, il a eu un accident de mobilette.
et ça lui a fait ouvrir les yeux sur les injustices de ce monde. Et du coup, maintenant, avec sa mobilette Dakota, une moto bécane Dakota, avec un pot de Gianelli et des autocollants en flammes sur les côtés, il fait la justice sur les routes du Cantal entre Guéret et Montluçon. Et parce qu'en fait, il en a marre des vieux qui roulent à 70 sur les routes à 90 et des agriculteurs qui laissent plein de merde sur les routes tout juste goudronnées, quoi. Donc il s'est dit, moi je vais faire la justice moi-même parce que de toute façon j'ai aucune juridiction et j'en ai marre. Et donc voilà, il se retrouve la nuit dans les stations-service et il tabasse les gens à coups de pompe à essence. Voilà, c'est John Punk, justicier solitaire. Ensuite, en 83, ce sera un film qui s'appelle Le Feu. Alors, l'idée c'est que c'est juste un feu tricolore qui est filmé pendant 2 heures, sans arrêt, si tu veux. Et le truc, c'est qu'il est filmé en noir et blanc. Donc en fait, tu sais pas quelle couleur c'est. Et en fait, par-dessus le noir et blanc, par-dessus le film, tu aurais juste une voix à la Jean-Luc Godard, tu vois, qui ferait «Et le feu passa au rouge, puis il passa au vert, et ensuite à l'orange, et il repassa au rouge.» Et en fait, à la fin, d'un seul coup, ça devient en couleur, et on se rend compte qu'en fait, le feu, il est jaune, violet et bleu. Donc en fait, les gens, ils deviennent fous, tu vois, à ce moment-là. Ils pètent un câble parce qu'en fait, ils s'attendaient pas du tout à ça. Et je pense que ce serait un film qui plairait assez à Antoine Goya. Ensuite, en 82, ce serait un film qui s'appelle Ice Love. Et en fait, ce serait une histoire d'amour un peu dans le futur proche, tu vois, en Islande. Et l'idée, c'est que en fait, ce seraient les 2 dernières personnes d'Islande qui sont pas consanguines, en fait. Parce qu'en fait, tout le monde est devenu consanguin en Islande, genre par exemple en 2050, tu vois. Et là, en fait, c'est les 2 dernières. Donc en fait, elles se cherchent, elles se retrouvent, elles ne savent pas où elles sont, et il faut qu'ils esquivent tous leurs cousins, cousines et leurs frères et sœurs pour pas baiser avec. Et c'est vraiment très, comment dire, c'est un je te cherche, tu me cherches, je me cache, tu me trouves. Tu vois, c'est ce genre de un peu triangle amoureux, mais avec 2 personnes, quoi. En Islande. Et donc c'est un peu froid, ils auraient des noms de merde, c'est tout ce qu'on aime en Islande. Et peut-être un volcan qui explose, et voilà. Ensuite, alors le dernier, alors il va prendre un peu de temps à expliquer, celui-là il s'appelle The Earth Protectorate. Donc l'histoire, donc c'est un film de science-fiction, dans le futur, dans un futur proche, futur on va dire 2100, 2300, un truc comme ça. Et il se trouverait que là, au moment où on vit en ce moment, tu as une guerre intersidérale entre plusieurs espèces extraterrestres, mais nous, les terriens, on le sait pas, tu vois, on le sait pas. Et à un moment, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent dans cette guerre, tu vois. Et parmi les gagnants, il y a une espèce qui a particulièrement pris cher, tu vois. Elle s'est fait vraiment décimer de chez décimé, tu vois. Et donc, elle dit, bah moi, vu que je me suis fait un peu décimer quand même, j'aimerais bien une petite compensation après la guerre. Et les autres, ils font, ouais, tu voudrais quoi? Et ils disent, bah écoutez, il y a cette planète là, elle nous a été promise, genre il y a des milliards et des milliards d'années, on aimerait bien qu'elle soit à nous. Et en fait, les autres qui ont gagné, ils font, bon, on en a rien à foutre de ta prophétie, mais on va quand même te la filer parce que d'un point de vue stratégique, ça nous arrange. Donc, les extraterrestres, ils arrivent sur Terre et ils envahissent la Terre, tu vois. Et donc, ça raconterait l'histoire de gens qui essayent de survivre dans cette Terre qui est colonisée par des extraterrestres qui croient que la Terre leur a été promise il y a des milliards d'années. Voilà, ça c'était de 85 à 81, à plus tard pour d'autres films. Oui, bonjour. Alors, on continue le top 100 des films qui n'existent pas et qui devraient exister. Aujourd'hui, c'est du numéro 80 au 76. Alors, en numéro 80, ce sera un film qui s'appelle Requiem pour une diarrhée, qui raconte l'histoire d'un pianiste qui veut percer dans le monde du musical. Mais le patron du musical, il lui dit mais en fait, t'es pas un super pianiste, donc en fait, on va te mettre à côté des chiottes. Et du coup, il se dit putain, fais chier, je percerai jamais dans le monde du musical en tant que pianiste. Sauf qu'en fait, les gens qui vont aux chiottes pendant qu'il fait sa musique, ils se disent putain, mais j'étais constipé, et là, sa musique, elle me déconstipe en fait. Elle me fait un meilleur trafic intestinal. Et du coup, après, ils sortent des chiottes, ils font merci monsieur, merci de m'avoir déconstipé. Et il se dit peut-être que j'ai de l'avenir dans la déconstipation des gens. Et petit à petit, en fait, il y a des gens qui lui offrent des possibilités de déconstiper de plus en plus de gens grâce à sa musique. Et à la fin, il se retrouve à un gigantesque concert où tout le monde est sur des chiottes dans le public. Et lui, il fait sa musique et tout le monde chie en fait. Tout le monde chie en même temps et tout le monde fait ouais, ouais, ouais. Et il est super content, il est trop fier de lui d'avoir pu donner la chiasse à plein de monde en même temps. Voilà, ça c'était le numéro 80, Requiem pour une diarrhée. Ensuite, en 79, c'est un film qui s'appelle tout simplement, dans la continuité de ça, un film qui s'appelle Roland le Péteur. Alors en fait, là c'est simple, j'ai rien eu à inventer. En fait, j'ai appris qu'il y avait un mec au XIIe siècle qui existe vraiment, qui s'appelle Roland le Péteur,
qui était bouffon du roi à la cour du roi d'Angleterre. Et en fait, le mec, il pétait tellement bien que le roi d'Angleterre, il lui a filé des terres et des manoirs. Donc je me suis dit, ça, faut faire un film sur ce mec-là, c'est obligé, tu vois. Tu pètes trop bien pour un roi et personne fait de film sur toi. Bien sûr que oui qu'on va faire un film sur toi. Donc voilà, numéro 79, Roland le Péteur. Voilà. Ensuite, en 78, un film qui s'appelle tout simplement Samouraï versus Poirot. Bah écoutez, je crois que ça s'explique de soi-même, c'est simplement des poireaux contre des samouraïs. Donc les poireaux, ils mutent un peu, ils deviennent gigantesques, ils se retrouvent au Japon médiéval et ils attaquent des samouraïs. Et donc en fait, ils essaieraient d'utiliser les samouraïs comme nutriments grâce à leurs petites racines, tu vois. Et ils attraperaient les samouraïs qui feraient des... Ils couperaient avec leur katana, tu vois. Et voilà. Et donc Domo Arigato, Mister Samouraï. Voilà, c'est comme ça que ça se passerait dans Samouraï versus Poirot. Et ensuite, en 77, ce serait tout simplement France Hell et Vision. Hell et Vision, c'est un jeu de mots. Et donc, en fait, ça raconterait l'histoire de Cyril Ferraud, en fait, qui fait des dates avec des gens, mais en fait, il les kidnappe pour ensuite les obliger à jouer à Smash jusqu'à la mort. Et en fait, chez lui, il a aménagé tout un truc où il y a même un public de Smash. Et en fait, tous les gens du public, c'est juste les cadavres de ses anciens dates, si tu veux. Et il est là, il fait les jeux et tout. Et non, laissez-moi, je veux partir, je veux partir. Les gens, ils disent ça, tu vois, parce qu'ils en ont marre de jouer à ce match. Mais en fait, à chaque fois, ils meurent. Et en fait, on découvre que dans le public, il y a des gens comme Patrice Laffont ou Marie-Ange Nardi qui ont succombé à Cyril Ferraud. Voilà. Et enfin, en 75, ce sera un film qui s'appelle Caius Lucius Expédition Breakdance. Alors donc, en fait, c'est un film un peu en mode péplum qui raconterait l'histoire de Romains, en fait, qui font une expédition, qui sont menés par un mec qui s'appelle Caius Lucius, tu vois. Ils font une expédition en Afrique, là où les Romains sont jamais allés, tu vois. Enfin, loin, tu vois, genre jungle du Congo, c'est tout ça. Et c'est une expédition pour aller chercher des nouveaux animaux du cirque. Sauf qu'en fait, ils tombent sur une tribu qui les capture et qui les font combattre entre eux par des combats de breakdance, tu vois, jusqu'à la mort. Et en fait, c'est la tradition de la tribu. Et en fait, bon, bah, tu vois, ils essaient de survivre en faisant le maximum de breakdance, en faisant des tournicotis sur la tête, etc. Et en fait, ils arrivent à s'échapper jusqu'à un certain moment. Et ils retournent à Rome. Et ils se sont dit, mais finalement, c'est pas si mal, cette tradition du combat à mort par breakdance. Et en fait, ils exportent cette tradition dans les jeux du cirque. Et donc maintenant, les gladiateurs, après, bah, ils font plus des combats à mort en se trucidant, mais juste en faisant du breakdance. Voilà. Et donc, c'est Caius Lucius, Expédition Breakdance. Voilà. C'était la suite du top 100. À plus tard pour d'autres films. Salut. Bonjour. Aujourd'hui, on continue le top 100 des films qui n'existent pas et qui devraient exister. Aujourd'hui, c'est du numéro 75 au 71. Simplement, aujourd'hui, ça va être un peu différent. Je vais le faire sous le contrôle d'une entité interdimensionnelle qui va me posséder et qui va parler à ma place. Voilà. À plus tard. Ok, alors en 75, on aurait un film qui s'appelle Nord-Pas-de-Calais Origins, qui serait une fresque historique sûrement réalisée par Ridley Scott, dans laquelle on verrait que pendant la guerre de 100 ans, en fait, t'aurais les Français qui en ont marre des Anglais, donc du coup, ils prennent tout leur jacouille la fripouille, tout leur gueule là, et en fait, ils les ramènent dans le nord de la France, tu vois, pour faire flipper les Anglais. Et ça raconterait un peu comment ils ont ramené tous ces gueux tout pourris là, tous les pires pourris de France là. Et en fait, ça aurait été un peu pour voir aussi comment ces gens se sont organisés pour créer une nouvelle culture qui est la culture du Nord-Pas-de-Calais et l'accent qui les caractérise tant. Et aussi le maroilles et toutes ces conneries. Et puis aussi, comme ça pourrait montrer que le mépris de classe date de toute époque, tu vois. Et du coup, ce serait un petit peu le mépris de classe Origins. Voilà. Donc ça, c'est Nord-Pas-de-Calais Origins. Ensuite, en 74, on a un film qui s'appelle Kebab Blues, qui raconte l'histoire d'un mec qui fait des kebabs, et donc un kebabier, un maître kebabier, sauf que lui c'est un artiste, tu vois, et en fait il expose ses kebabs dans les musées, parce qu'en fait le truc c'est qu'il tient une palette comme les artistes, avec un pinceau, et en fait les peintures sur sa palette, en fait c'est les sauces, tu vois, donc il les peint comme ça, et il fait des très très beaux kebabs et après il les expose dans des musées. Donc en fait ce serait un peu un drame psychologique, un peu un biopic sur un artiste fictif. Et ce mec-là, il aurait une dépression. À un moment, il s'appellerait Osgur, tu vois, et sa femme, elle lui fait non, il faut que tu continues à faire des kebabs artistiques. Et il lui fait non, j'en ai marre. Et du coup, il brûlerait tous ses kebabs, tu vois, un peu comme Méliès, il a brûlé ses pellicules, tu vois.
Et voilà, ce serait vraiment un truc à la Basquiat, un peu, une vie à la Basquiat, mais pour un maître kebabier. Donc Kebab Blues en 74. Ensuite, en 73, on a Cormoran Thief, Ho Chi Minh Ville Madness. Alors en fait, c'est un film de science-fiction, un peu cyberpunk, mais un peu jovial, un peu heureux, un peu joyeux. Et l'idée, c'est que vous voyez, je sais pas si vous voyez les pêcheurs au cormoran en Asie du Sud-Est, c'est des mecs qui ont des espèces de bateaux et en fait, ils se tiennent debout dessus et ils ont des cormorans qui sont leurs animaux de compagnie et ils leur disent tiens, va me chercher du poisson. Et hop, ils vont chercher du poisson, tu vois. Et ben là, ce serait la même chose, sauf qu'en fait, le mec, à la place d'avoir un bateau, il aurait un gigantesque skateboard qui lui ferait office de bateau, avec lequel il se servirait pour se déplacer dans les rues d'Ho Chi Minh Ville. Et en fait, les cormorans, ils seraient robotiques. Et à la place d'aller chercher des poissons, et ben en fait, il serait un voleur. En fait, les cormorans, ils voleraient des bijoux dans les coups des gens, tu vois, dans les coups des dames qui passent dans la rue. Et en fait, il fait partie d'une guilde et il se battrait contre, d'un côté, les pédophiles allemands qui seraient toujours là dans le futur, et aussi le gang du ping-pong show, qui est un gang de malfaiteurs qui ont des espèces de flingues dont le bout des flingues, en fait, c'est des vaginettes par lesquelles sortent des balles de ping-pong en métal. Et ça fait mal comme des LBD, tu vois. Et donc voilà, et c'est le gang du ping-pong show. Et donc voilà, ce serait ça. Cormoran Thief, Ho Chi Minh Ville Madness. Ensuite, en 72, on a un film qui s'appelle Un camion et un cancer. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui va au boulot, et en fait, tous les jours au boulot, il fait ses potes, enfin lui, il essaye de faire des blagues à ses potes, mais tous ses potes, il fait oh, quand même, moi je préférais l'humour de Desproges et Coluche. Et en fait, il entend ça tous les jours, et il en a marre, il en a ras le cul, donc il décide de faire une machine à remonter le temps pour aller tuer Coluche et Desproges, tu vois, pour qu'on arrête de le faire chier. Sauf que, en fait, il se rend compte, en faisant ça, que par un enchevêtrement de déterminisme, et ben en fait, il n'y a aucun autre moyen que de tuer Coluche et Desproges que par un cancer dans un cas et par un camion dans l'autre, tu vois. Et du coup, en fait, il finit par se résoudre au fait que il va quand même tuer Coluche et Desproges, mais avec un camion, c'est-à-dire, et un cancer, c'est-à-dire de la façon dont on sait qu'ils sont morts. Donc en fait, quand il revient ici, en fait, c'est lui qui les a bel et bien tués, mais en fait, la malédiction ne s'arrête pas. Il retourne au boulot et il y a toujours des blagues sur le fait que ah ben oui, mais tu sais, Coluche et Desproges, c'était les meilleurs, hein. On fait plus des humoristes comme eux, hein. Et voilà. Et donc du coup, il devient fou à la fin. Il est enfermé en asile psychiatrique. Ensuite, en 71, on a un film qui s'appelle Le tiers-lieu éco-responsable des morts. Alors bon, c'est un film de zombies, mais c'est un film de zombies où en fait, les survivants du film de zombies, ce seraient des archétypes de votants de droite. Donc en fait, il serait bloqué dans un tiers-lieu éco-responsable et en fait, il serait entouré de plein de zombies. Et donc ça ferait l'occasion comme ça de refaire la scène où en fait les survivants ils disent ces zombies ont l'air de vouloir retourner à un endroit qui leur est familier. Et en fait, c'est normal parce qu'ils seraient dans le tiers-lieu éco-responsable. Et donc dans les personnages, par exemple, t'aurais un skinhead, t'aurais une tradwife catho tradi, t'aurais un mec de la crypto, t'aurais un banquier, bon, t'as capté, voilà. Et du coup, ce serait rigolo. Voilà, ce serait ça un petit peu. Et ce serait un film de zombies. Et voilà, donc c'est bon pour aujourd'hui. C'était la suite du top 100 des films qui n'existent pas et qui devraient exister. À plus tard pour d'autres films. Bonjour, on continue le top 100 des films qui n'existent pas et qui devraient exister, sauf que cette fois, je vais le faire tout en faisant des poses de bodybuilding alors que je suis même pas musclé et sans aucune conviction. Voilà, donc aujourd'hui, c'est du 70 au 65. Ok, donc en numéro 70, on a un film qui s'appelle Sumerian Romance, qui serait tout simplement un Love Actually, qui se passerait en moins 5000 en Mésopotamie. Donc en gros, par exemple, tu aurais Hugh Grant, tu vois, il est à la recherche d'une nouvelle ziggourate où habiter, et il tombe amoureux de l'agente immobilière qui serait jouée par Liv Tyler, qui lui vendrait sa ziggourate, tu vois. Et donc, ils se perdent de vue, ils se recroisent, tu vois, à travers la ville de Sumer. Et à côté de ça, par exemple, on pourrait imaginer que
Hugh Grant, il est prêtre pour un dieu de je sais pas quoi là, et il aurait comme sous-fifre Tom Holland, qui tombe lui amoureux de Zendaya qui est vendeuse de dattes, tu vois, dans les rues de Sumer. Et pareil, tu vois, c'est un entrecroisement, un film choral, mais qui a pour thème l'amour en moins 5000 chez les Sumériens. Voilà, ça c'est Sumerian Romance. Ensuite, on a un film en 69 qui s'appelle Invisible. Et alors là, bah, j'espère que le concept, il est pas pris, déjà, parce que sinon, je vous le dis tout de suite, c'est un concept de génie. C'est simplement imaginer un monde où un matin, tout le monde se réveille, et en fait, tout le monde se réveille et est invisible. Et du coup, bah, en fait, ça permet pour le cinéaste de filmer juste des décors, et t'as pas besoin d'acteurs. Juste, tu fais des voix par-dessus, tu vois. Et donc, évidemment, ça raconterait l'histoire des personnages qui chercheraient à comprendre pourquoi ils sont devenus tous invisibles d'un seul coup, tu vois. Et voilà, ce serait ça le film, ce serait Invisible. Ensuite, un film qui s'appelle Bubule. Alors pareil, c'est un peu un film concept, parce qu'en fait, ce serait une vie familiale, donc un huis clos dans une maison familiale, si tu veux, qui serait filmé uniquement du point de vue du poisson rouge. Et donc ce serait que en fichaille, et donc ce serait sans doute un drame social où tu verrais petit à petit en fait le père de famille qui se fait virer de son boulot, tu vois, il devient de plus en plus agressif, et puis ça part finalement en violence conjugale, tu vois, et donc ça parlerait des violences conjugales, tu vois, ça, ce serait pour montrer ça. Et j'imagine bien Javier Bardem en père violent dans ce film, voilà. Et peut-être à la fin, tu vois, il prend le bocal du poisson rouge et il le jette, et là d'un seul coup en fait la caméra elle se met à rouler boulet dans tous les sens, voilà. On pourrait imaginer ça. Ensuite, en 67, un film qui s'appelle Les Naufrageuses, qui est un film où en fait on suit des sirènes qui gèrent un business d'échouage de navires, si tu veux. Et donc en fait on découvrirait que dans le monde sous-marin, t'as toute une mafia de sirènes qui gère ce business. Et donc bah en fait, comme qui dirait, c'est un panier de crabes. Et du coup, en fait voilà, donc ce serait un genre un peu un film de mafia à la Scorsese, tu vois. Et il faudrait trouver des actrices qui seraient un peu l'équivalent de Joe Pesci et Robert De Niro pour jouer les sirènes. Et tu vois, elles essaient de se doubler, elles se tuent entre eux, tu vois. Tout ça dans un monde sous-marin. Avec des sirènes, quoi. Donc ça, voilà, c'est 67, Les Naufrageuses. Et ensuite, en 66, un film qui s'appelle Team du lundi, Désolation. Et donc, en fait, c'est quoi? On verrait la Team du lundi après une apocalypse nucléaire. Donc, on aurait des nouvelles d'un peu tout le monde. Donc Antoine Daniel, lui, il aurait complètement disparu. Zerator, il serait un seigneur de guerre qui aurait complètement vrillé, complètement autoritaire, et qui tient Étoile en esclave. Il le tient en laisse comme ça, et Étoile, il lui jetterait comme ça des bouts d'insuline comme ça, et Étoile, il ferait ah t'es le goat, Zerator. Voilà. Après Horty et Bagheera, sans doute qu'elle serait morte héroïquement bien avant, tu vois, un peu façon Vasquez dans Alien 2. Et en fait, il resterait plus que Mintos. Et en fait, le vrai méchant de l'histoire, ce serait Legolas Sangoku, le fils de JDG qui a tué son père, tu vois. Et, et en fait, donc il resterait plus que Mintos dans les terres désolées avec ses chiens, tu vois. Et on le suivrait lui, tu vois. Il vivrait une vie solitaire comme ça. Il continuerait de streamer via radio comme ça de temps en temps. Il jouerait toujours à des jeux parce que c'est les seuls jeux les jeux que joue Mintos, c'est les seuls jeux qui passent par la radio, tu vois. Et du coup, à un moment, tu vois, il se retrouve tout seul. Et il essaye de survivre, et il se fait attaquer par des espèces de ninjas, tu vois. Et il croit qu'il va mourir. Et en fait, d'un seul coup, il y a une personne qui fait et il casse la gueule à tous les ninjas, tu vois. Et en fait, c'est une jeune femme qui a une cagoule comme ça, qui a une capuche comme ça, et elle fait si tu veux survivre, suis-moi. Et donc là, Mintos, il la suit, et pendant quelques jours comme ça, il parle pas trop, tu vois. Et au bout d'un moment, quand même, Mintos, il fait mais en fait, t'es qui? Vous êtes qui, mademoiselle? Et là, elle fait mon nom est Dang. Et en fait, là, on comprend que c'est la fille de Mister MV. Voilà, donc c'était du numéro 70 au 65. À plus tard pour d'autres films, et j'espère que vous avez apprécié mon superbe corps. Bonjour, aujourd'hui on continue le top 100 des films qui n'existent pas et qui devraient exister. Par contre, aujourd'hui, je vais aussi, pour chacun des 5 films qui seront proposés aujourd'hui, proposer des éléments pour la BO et pour la musique des films. Donc voilà, aujourd'hui, c'est du 65 au 61. Alors en 65, ce sera un film qui s'appelle Bloody Strike, qui est en fait un film de vampire, mais qui se passerait dans un bowling. Et en fait, t'aurais des gens qui disparaîtraient dans le bowling, tu vois. Et il y aurait un mec qui devient de plus en plus fort. Et c'est normal, c'est parce que c'est le vampire. C'est parce qu'en absorbant
en suçant le sang des gens, en fait, il absorbe aussi leur capacité à jouer au bowling. Donc la plupart des gens, ils deviennent un peu moins forts, mais il y en a un qui devient vraiment beaucoup plus fort que les autres, et donc il fait plein de strikes et tout ça. Et il aurait un apprenti à qui il apprend aussi à bien sucer le sang des gens qui font du bowling et à absorber leur énergie vitale. Donc voilà, ça ce serait donc Bloody Strike. Et alors, pour la musique, ce serait un truc comme ça, je pense. Voilà, quelque chose d'un peu semi-angoissant et il faudrait rajouter des chants un peu grégoriens par-dessus. Voilà, donc Bloody Strike en 65. Ensuite, en 64, on a un film qui s'appelle Hypnocrane, qui est en fait un thriller psychologique, et d'ailleurs il porte bien son nom, puisque en fait c'est l'histoire d'une meuf qui va chez un psychologue, et en fait le psychologue il est ultra chauve, tu vois, et en fait c'est fait exprès, c'est parce qu'avec son énorme crâne chauve, en fait, il peut hypnotiser les gens. Donc en fait, la patiente, elle arrive, lui, hypnotisation avec son crâne chauve, tu vois, il fait comme ça. Et en fait, la patiente, elle rentre dans la psyché du psychologue. Et là, dans la psyché, dans l'esprit du psychologue pervers, eh bien, se met en place une chasse à l'homme, ou plutôt une chasse à la femme, une chasse à la patiente, complètement dans l'esprit. Et donc le but du jeu pour la patiente qui est prisonnière de l'esprit du psychologue, eh bien c'est de rechercher tous les cheveux qui sont en fait des métaphores des traumatismes passés du psychologue et de les remettre à leur place sous le crâne du psychologue. Voilà. Et donc ce serait une musique un peu comme ça, je pense. Voilà, t'as capté. Donc c'est une ambiance un peu angoissante. Voilà, ça c'était pour le 64. Ensuite, en 63, un film qui s'appelle Les Rois du Flingue. Et en fait, c'est tout simplement un genre de Expandables à la française, où en fait il y aurait plusieurs rois de France. Me demande pas comment ils se retrouvent ensemble. On s'en fout parce qu'en fait c'est un pur film d'action. Et en fait, ils se retrouvent ensemble et ils forment un groupe de mercenaires qui vont aller péter la gueule, je sais pas, on va dire à des Anglais, parce que de toute façon, c'est toujours les Anglais qui cassent les couilles au Royaume de France. Donc voilà. Et donc, tu aurais des rois de France. Donc, par exemple, tu aurais Louis M16, tu aurais Henri C4, spécialiste en explosifs, et puis tu aurais Charles Magnum, par exemple, et puis d'autres. Et puis d'autres encore. Et vu que c'est un film d'action, bah, il ferait des punchlines. Donc par exemple, Louis M16, il arrive comme ça, il fait je vais abolir tes privilèges. Et puis il tue les gens. Par exemple, Charles Magnum, il dirait par exemple j'ai pas inventé l'école, mais j'ai inventé les colts. Et voilà, il tue les gens aussi. Voilà, bon, le principe du film, c'est que t'as les rois de France qui tuent des gens. Et donc là, pour la musique, faut y aller franco. Donc ce serait quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est du thrash metal bien comme on aime. On y va carrément. Ça, c'était le 63. Ensuite, en 62, c'est un film un peu plus jovial qui s'appellerait Young Roselyne, qui décrirait simplement la jeunesse de Roselyne Bachelot, et on découvrirait qu'en fait qu'elle était détective privée dans sa jeunesse dans les années 80, et qu'elle enquêtait sur des malversations dans les boîtes de nuit. Donc elle allait en boîte de nuit comme ça, et elle faisait la fête, et elle faisait des enquêtes de détective privé en même temps. Et ce serait un peu une ambiance à la Scooby-Doo, tu vois. Elle ferait des enquêtes à la Scooby-Doo. Et à la fin, elle découvrirait que les méchants, ils sont un peu goofy et tout ça. Et je sais pas, elle ferait un truc du genre « Ah bah dis donc, on a trouvé le méchant encore cette fois ah !» Et c'est Young Roselyne. Et elle aurait une coupe de cheveux un peu comme la meuf dans Voyage, Voyage. Donc pour la musique, c'est un truc un peu plus jovial, donc quelque chose comme ça.
Donc ça c'est Young Roslyn, détective privé. Ensuite, pour le 61, c'est un gros projet. C'est un film qui s'appelle The Great Partus Tournament. Et c'est un film de boule. C'est un film de boule, mais c'est aussi un film de science-fiction. Et de toute façon, ce serait le film de boule qui aurait le plus gros budget de l'histoire de l'industrie. Et donc l'idée, c'est quoi? T'as des extraterrestres qui font un gigantesque tournoi sexuel tous les 10 000 ans, tu vois. Et en fait, ils prennent des espèces d'un petit peu toutes les planètes, tu vois. Et ils les font baiser entre elles, tu vois. Et le but du jeu, c'est de faire jouir l'autre en premier, tu vois. Et alors donc il y aurait par exemple 3 humains qui seraient capturés. Alors je vois par exemple une meuf, un mec et puis éventuellement une meuf trans ou un mec trans, tu vois. Et en fait c'est eux qu'on suivrait, tu vois. Et en fait, alors forcément vous vous dites mais ouais mais si par exemple t'as deux hétéros, deux mecs hétéros qui se rencontrent dans le tournoi, comment ça se passe? Et ben le truc du tournoi c'est que justement ils auraient des puces dans le cerveau qui feraient que toutes les intentions sexuelles de leur partenaire pendant le tournoi en fait seraient traduites dans leur appréciation sexuelle. Donc par exemple, si t'es hétéro, que tu te retrouves contre un autre mec hétéro, et ben en fait tout ce que le mec hétéro va vouloir te faire, et ben en fait ce sera traduit en meuf hétéro, tu vois, ou mec gay, enfin voilà, t'as compris, tu vois le délire quoi. Et donc à la fin, le truc c'est t'aurais les 3 humains en fait qui seraient les protagonistes, et en fait il ferait peut-être un discours en disant ouais en fait ce qui est important c'est pas le plaisir, c'est pas comment dire la recherche de la performance, tu vois. Et par exemple il ferait un discours en contre-plongée, et tu vois on verrait que petit à petit au fur et à mesure qu'il fait le discours en fait il y a une érection où la meuf elle mouille, tu vois. Et ce serait ça, ce serait The Great Partus Tournament, une grande fresque sexuelle à la gloire du plaisir sans performance. Voilà. Donc après, en termes de musique, bah, faudrait donner un petit peu envie de baiser. Donc peut-être que ça partirait comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'était du 65 au 61. À plus tard pour d'autres films. Bonjour. Aujourd'hui, on continue le top 100 des films qui n'existent pas et qui devraient exister. Mais aujourd'hui, je vais le faire comme si j'étais un scénariste torturé, broyé par la machine hollywoodienne. Aujourd'hui, c'est du numéro 60 au 56. Testicular Power, thriller horrifique. Un scientifique fou conçoit une mutation génétique qui lui permet de stocker l'intégralité du code génétique de tous les humains dans ses couilles, devenant ainsi un stock de gènes vivants qui pourrait servir à refaire une humanité en cas de catastrophe majeure. Mais le scientifique n'avait pas prévu que pour chaque code génétique intégré, il lui pousserait une nouvelle couille. Au bout d'un moment, cette accumulation de couilles le rend fou et assoiffé de pouvoir. Il lui faut toujours plus de code génétique. Il se met à pourchasser les gens et à leur prélever du sperme dans leur sommeil, se l'injectant par la suite directement en intraveineuse. Il finit par devenir une gigantesque amas de 1774 testicules, hantant les couloirs de son laboratoire le jour et les ruelles sombres de New York la nuit. Un film pour Cronenberg assurément, avec peut-être Kevin Bacon, Jude Law ou Clive Owen dans le rôle principal. Insectman, film de super-héros. Après avoir perdu sa petite amie dans un accident de la route où un gros moustique s'écrasa sur le pare-brise et l'empêcha de voir correctement la chaussée, un jeune homme voit cet événement comme un signe et décide de récolter les carcasses des insectes morts écrasés sur les voitures afin de les amalgamer et d'en faire une armure grâce à laquelle il pourra administrer la justice. Cette armure lui confère de nouveaux pouvoirs. Vitesse de la libellule, furtivité du moustique, force du frelon, endurance de la mouche à merde, il peut switcher entre les pouvoirs que lui procure l'armure. Il se trouve alors de nouveaux ennemis à sa mesure, tels que Chaussureman, El Pesticido ou encore Tapette Woman. Adam Driver serait sans doute un bon choix pour le rôle. Le rôle de Chaussureman pourrait revenir à David Duchovny, histoire de relancer sa carrière. La folle semaine de Ferdinandine Poutremolle, comédie douce amère. Ferdinandine vit seule, avec son griffon bruxellois à Charleville-Mézières.
Elle mène une vie routinière. Faire de Nondine a toujours pué de la gueule comme pas possible et cet handicap le lui a valu des moqueries et mise à l'écart. Alors quand elle voit un spot publicitaire d'une marque de dentifrice qui dit chercher la personne puant le plus de la gueule afin de résoudre son insolvable problème, Faire de Nondine décide de tenter sa chance. Elle est alors sélectionnée parmi les finalistes. À partir de là, la marque de dentifrice organise une semaine d'épreuves diverses en rapport avec le puage de gueule, comme l'asphyxie volontaire de petits animaux ou le désherbage par haleine de merde. Bien évidemment, tout ne se passera pas comme prévu, et Faire de Nondine en apprendra beaucoup sur la vie durant cette semaine. Un film pour Jean-Pierre Jeunet assurément, avec peut-être Sandrine Kiberlin dans le rôle titre. No More Buzz. Slasher horrifique. Luc Besson, dans son propre rôle, est en perte de vitesse en tant que réalisateur. Il commence même à avoir de gros soucis d'argent et cela l'angoisse terriblement. Il prend alors une décision radicale et se met à tuer un par un tous les acteurs qui ont joué dans ses films afin de profiter du rebond des ventes de ses anciens films provoqués par le buzz lié à la mort des acteurs. Jean Reno, Nathalie Portman, Mila Jovovich, Scarlett Johansson, tous et toutes y passent, et c'est finalement Jean-Marc Barr que tout le monde avait oublié, qui finit par venir à bout du tueur-réalisateur en lui faisant choisir entre payer tous les concept artistes qui ont travaillé sur Valérian ou battre le record du monde d'apnée. Luc Besson choisit alors la première option, ce qui lui procure une crise cardiaque. Le Sicilien d'un autre monde. Film de science-fiction, aventure. Dans les années 20, un soir, sur une plage de Sicile, le jeune fils du parrain local se fait kidnapper par des extraterrestres. Ces extraterrestres sont des esclavagistes qui capturent diverses espèces pour ensuite les revendre à d'autres extraterrestres comme animaux de compagnie. Le jeune homme est donc vendu à un couple d'extraterrestres qui se révèlent en fait être très sympathiques et sentent qu'il y a dans le fils du parrain un potentiel caché. Il lui enseigne donc des connaissances que l'humanité n'a pas, ainsi que des compétences en arts martiaux extraterrestres. Une fois l'enfant devenu jeune adulte, le couple décide qu'il se sentira mieux dans son environnement naturel et le relâche sur Terre, sur la plage où il a été kidnappé. Son père étant décédé en son absence, il doit désormais batailler et utiliser ses compétences d'extraterrestre pour à la fois remonter les échelons de la mafia, s'opposer au leader fasciste mussolinien et même organiser le débarquement de Sicile. Si vous connaissez un acteur italien assez jeune pour le rôle, dites-le moi. Bonjour, on continue le top 100 des films qui n'existent pas et qui devraient exister. Aujourd'hui, par contre, je vais vous les communiquer par télépathie. Aujourd'hui, c'est du 55 au 51. Ok, alors en 55, on a un film qui s'appelle Frites, 3 petits points. C'est un film des frères Dardenne dans lequel il y a un mec qui tient un camion à frites à Knokke-le-Zout sur la plage, mais il est dépressif et il veut en finir avec la vie. Donc du coup, il essaye d'ingurgiter toute la mayonnaise de son camion pour terminer avec la vie, si tu veux. Mais il est sauvé in extremis par une vieille dame, une retraitée qui est là en vacances et qui passait par là, tu vois. Elle le sauve. Du coup, après le sauvetage, ils se lient d'amitié. Ils passent du temps ensemble, mais au bout de, je sais pas, 45 minutes de film, la vieille, elle meurt d'une thrombose, tu vois. Et en fait, les 45 minutes restantes, c'est juste le mec qui tient la baraque à frites, qui regarde la mer sur la plage pendant 45 minutes. Voilà, et sans musique, sans rien. Et genre, disons, les 10 minutes du film, les 10 minutes de fin du film, c'est juste un fondu au noir, pendant 10 minutes, voilà. Ok, ça c'est le 55. Ensuite, en 54, un film qui s'appelle Runny Makeup, qui est un film un peu à la hypertension, où en fait, t'aurais une nana qui reçoit un coup de fil, et en fait, c'est quelqu'un qui lui dit, ouais, je détiens des gens de ta famille, si tu fais pas ce que je te dis, je tue les gens de ta famille. Et en fait, l'idée, c'est qu'il va lui dire, voilà, je vais te faire ceci, cela, mais avant, tu vas te maquiller, et si pendant les épreuves que je te file, ton maquillage y coule, je tue des gens de ta famille. Et donc en fait l'idée c'est qu'il va lui faire des épreuves où par exemple il lui fait passer dans un hammam, il la fait passer sous la pluie. Évidemment ça va être des épreuves où elle va transpirer, donc il faudra qu'il trouve des solutions pour pas que le maquillage y coule. Donc c'est un film un peu à la Die Hard 3, voilà, tout, à hypertension, tout ça. Peut-être Margot Robbie ce serait très bien pour le rôle je pense. Ensuite en 53, un film de steampunk qui s'appelle Skyboats, où en fait on vit dans un monde où les riches ils vivent dans des bateaux volants,
dans le ciel, si tu veux, ils descendent jamais. Et en fait, les pauvres, ils vivent sur Terre, tu vois, et c'est de la merde, la vie sur Terre, tu vois. Et en fait, de temps en temps, les riches, ils jettent l'ancre de leur bateau, des énormes ancres de 300 mètres de large, tu vois, qui jettent sur Terre. Et ça tue des pauvres en tombant sur Terre, tu vois. Au bout d'un moment, les pauvres, ils en ont marre, et ils se révoltent, et ils grimpent sur les chaînes des bateaux, sur les chaînes des ancres pour monter jusqu'au bateau. Et c'est un peu une histoire de lutte des classes dans un monde steampunk. Voilà, donc ça c'est Skyboat, c'est en 53. Ensuite en 52, ce sera un film qui s'appelle Une vie entre terre et ciel, qui serait un biopic fictif, tout simplement d'un mec qui serait tout simplement le plus grand nain du monde. Donc faudrait trouver quelqu'un qui mesure environ 1m72, tu vois, c'est pas très grand, mais c'est pas vraiment petit non plus, tu vois. Et peut-être justement un mec comme Tom Cruise, ce serait bien, parce qu'il fait la taille, je pense. Et puis donc du coup voilà, ce serait la vie du plus grand nain du monde, donc il sait pas quoi faire de sa vie. Est-ce que je fais partie des gens qui ont une taille normale? Est-ce que je suis un nain? On sait pas, il sait pas, il est tiraillé entre les deux mondes, tu vois. Est-ce que je peux postuler à Fort Boyard, ou est-ce que je peux aller à l'usine comme tout le monde? Il sait pas. Et c'est vraiment toute sa vie qui serait comme ça. Ensuite, en 51, ce serait un film français qui s'appelle Vignoble, où c'est Jean-Pierre Daroussin qui possède un vignoble, tu vois, qui est vigneron, et il veut vendre son vignoble. Mais sauf que sa femme, Mathilde Seigné, elle le trompe avec Denis Podalides, et du coup, il apprend ça, il devient un petit peu triste. Du coup, pour compenser la tristesse, il boit tous les fûts de son vignoble. En étant bourré, il commet lui aussi l'adultère en trompant Mathilde Seigné avec Philippe Torreton. Et donc du coup, au bout d'un moment, Mathilde Seigné, elle l'apprend. Du coup, elle aussi, elle devient triste. Donc tout le monde se trompe entre eux, tu vois. Et à la fin, tout le monde est alcoolique et dépressif. Et le vignoble n'est jamais vendu. Voilà. Donc ça, c'était le numéro 51. Et voilà. Donc ça, c'était du 55 au 51. À plus tard pour d'autres films. Et mine de rien, on a fait la moitié là. Voilà. Bon bah, à plus.